Emmanuelle Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. 3 grandes questions comme chaque semaine. 1. Êtes-vous convaincu par le plan emploi détaillé par François Hollande hier? On ne vous a pas encore entendu sur les mesures annoncées par le chef de l'État. 2. Faut-il une primaire de la gauche pour un seul candidat en 2017 au PS à l'Élysée? On semble désormais dire oui, mais à certaines conditions. Vous répondrez sur ce sujet à Lucille Malandin. Enfin, 3e question, pollution des moteurs diesel. Peut-on faire confiance aux constructeurs automobiles, à Renault mais également aux autres? Renault qui reconnaît une erreur. Michael Zamès de Public Sénat vous interrogera tout à l'heure. Première question, donc Emmanuelle Cos. Les annonces du chef de l'État ont été accueillies, on peut le dire, dans un climat de scepticisme. Est-ce que vous êtes convaincu par le plan emploi de François Hollande? Écoutez, la première chose, c'est que je pense que c'est extrêmement important que ce plan ait été présenté et que la mobilisation de ce gouvernement soit vraiment sur l'emploi. Je pense qu'il y avait une urgence et je regrette, moi, que ça n'a pas été plus tôt qu'on ait des propositions de la sorte. Après, vous l'avez dit, il y a un scepticisme parce qu'en fait, il y a un peu de tout dans ce plan-là. Et je pense qu'en même temps, moi, j'attends d'un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il y ait une mobilisation très forte auprès des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont inquiètes pour le maintien de leur emploi quand elles en ont un. Donc tout ce qui est annoncé sur la formation me semble extrêmement important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à changer d'emploi ou en prendre un pour des problèmes de défaillance de formation. Enfin, on ne le découvre pas aujourd'hui, on vous le l'avez découvre rappelé pas. d'ailleurs. Oui, mais je pense que si vous voulez, c'est pas une recette sur la formation que vous faites une fois et que tout va bien. La population active, elle bouge. Les demandes des professions bougent aussi. Le métier du bâtiment d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Le métier du numérique n'existait pas il y a quelques années. Donc c'est quelque chose en mouvement. Et il est normal de s'adapter. Et donc d'aller aussi vers des filières où il y a des besoins très forts en emploi, des besoins de formation, des besoins d'adaptation. Ça, c'est une première chose. Oui. Après, l'autre chose, c'est qu'on en revient tout de même, parce qu'il y a l'autre grande mesure qui est la question des aides en cas 2000 emplois pour la création d'emplois. 2000 euros pour la création d'emplois à des niveaux à peu près liés au SMIC. Oui. Et là, la grande difficulté, c'est qu'on revient un peu au débat qu'on a depuis en fait 5 ans, notamment sur le CICE et sur d'autres mesures. C'est d'être tout le temps sur des mesures macro. On aide tout le monde. Alors que moi, ma question à laquelle j'aimerais qu'à un moment on nous réponde, en particulier M. Gattaz, ils sont où les 1 million d'emplois qu'il nous a promis? Il y a eu le CICE, il y a eu le pacte de responsabilité, il y a eu le pacte de stabilité, il y a eu beaucoup d'aides aux entreprises, ça a été fait. Nous avons à l'époque nous dit qu'il n'y avait aucune conditionnalité à ces aides et que c'était un problème. Vous estimez que le patronat tarde à satisfaire les attentes? J'estime que le patronat, d'après les études de l'OFCE et d'autres études qui ont été montrées, a pu reconstituer ses marges de manœuvre. Beaucoup d'entreprises vont mieux. Elles ont pu retrouver une santé financière, même redonner des marges de manœuvre à leurs actionnaires. Par contre, les sujets sur lesquels nous étions, qui étaient est-ce que vous allez créer des emplois? Est-ce que vous allez pérenniser les emplois? Est-ce que vous en profitez pour améliorer les salaires versés, sont des sujets sur lesquels le patronat ne veut jamais aller. Et on a encore vu l'offensive qui était la semaine dernière d'avoir un nouveau contrat de travail et donc ne jamais répondre à la question qui est posée, c'est puisque vous dites, vous, chef d'entreprise, que vous êtes les moteurs de la création d'emplois, donnez-nous des réponses à cette création-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, je pense quand même que l'État doit aussi, à un moment, poser des conditions. Mais vous, aujourd'hui, vous réclamez des comptes au patronat? On réclame des comptes, et y compris de comprendre pourquoi les accords de branche ont été si peu nombreux, pourquoi, où sont les emplois qui auraient dû être créés au CICE, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? C'est quand même beaucoup d'argent, c'est plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années. Donc je pense qu'ils ont des comptes à rendre. Où sont les emplois qu'ils voulaient créer sur les territoires? Et c'est pour ça que j'en viens aux propositions. On a eu la COP21 il y a maintenant un mois, qui aujourd'hui met des engagements des États sur la question du dérèglement climatique, qui veut dire derrière des évolutions dans notre manière de consommer, de se développer, d'être mobile et donc notamment de voyager dans notre pays. Ça veut dire aussi derrière des emplois locaux. Et la question, est-ce que demain, on a dans ce plan emploi une déclainaison de ces engagements-là? Sur le plan emploi, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir effectivement créer des postes dans notre pays? Est-ce que vous pensez que les mesures annoncées peuvent aboutir à ce résultat? Non, je vous vois sourire, vous n'avez pas l'air convaincu, franchement. Je vais vous dire pourquoi je vais sourire, parce qu'on a droit souvent à ce discours qui nous explique sans croissance, on ne crée pas d'emploi. Qui montre bien qu'être uniquement sur la logique de la croissance ne permet pas de répondre à une question qui est l'emploi. Et ce que je vous dis ensuite, c'est que je pense qu'on peut créer aujourd'hui des emplois dans des secteurs qui sont en mouvement, qui sont nouveaux, notamment les filières dites d'avenir. D'accord. Quand vous vous engagez vraiment... Non, mais c'est très important. Plutôt que de nous faire des petits plans sur des secteurs, si on disait vraiment demain,
on s'engage pour 40 ans, ce n'est pas le temps d'un mandat présidentiel, je parle pour 40 ans, de travailler sur l'ensemble des acteurs du bâtiment pour rénover l'ensemble du parc de logements et de bâtiments dans ce pays. C'est donc des emplois locaux, c'est dans nos territoires, ça mobilise les artisans, les toutes petites entreprises. Là, vous créez de l'emploi. Ce n'est pas simplement en disant je vais donner 2000 emplois ou faire baisser des charges sociales de manière indéfinie. Du plan de formation des chômeurs, 500 000, certains disent c'est impossible en une année. Enfin, néanmoins, est-ce que vous donnez crédit à l'accusation qui vise François Hollande? On lui dit mais en fait vous cherchez non pas à créer des emplois, mais à escamoter les statistiques en faisant basculer les chômeurs dans la catégorie D. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de François Hollande. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens au chômage attendent d'avoir des réponses positives de leur demande de formation. Je suis élu régional, j'ai encore reçu hier un courrier d'un francilien qui me racontait qu'il avait postulé, qu'il est sur une formation, qu'il est sur une liste d'attente parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors que c'est exactement la formation qu'il attend. Donc il faut être quand même très conscient qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes au chômage, qualifiées ou pas, n'ont pas accès à ces formations. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin maintenant d'ouvrir le spectre beaucoup plus largement. Peut-être aussi de réformer le métier de la formation, de réformer toute cette machine qui, objectivement, ne fonctionne pas très bien. Alors, le chef de l'État a également esquissé hier, semble-t-il, une réforme des allocations qui sont versées aux chômeurs, que la Cour des comptes, d'ailleurs, dans la foulée, a trouvé coûteuse. On écoute François Hollande. Je rappelle qu'en France, la durée d'indemnisation est la plus longue d'Europe. Mais la durée de formation des chômeurs est la plus courte. C'est ce qu'il faut changer. Alors, il faut changer le système d'indemnisation des chômeurs, trop coûteux et puis peut-être pas assez incitatif, c'est ce qui est dit en filigrane. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du chômage et notamment qu'on en parle qu'on y a été. Moi, j'y étais, donc j'aimerais bien qu'à un moment, tous les politiques, au lieu de lire des rapports et ces grandes phrases comme « la durée d'indemnisation est la plus longue d'Europe », regardent la réalité de ce que ça veut dire. D'une part, aujourd'hui, la durée d'indemnisation peut être, en théorie, la plus longue que certains pays d'Europe, mais pas tous. Et je vous rappelle que d'autres pays, les indemnisations sont plus courtes, mais il y a aussi de la part de l'État un meilleur service en termes d'aide au reclassement, d'aide à la formation et d'aide à l'emploi. Et ensuite, il faut regarder la réalité aujourd'hui des gens qui sont au chômage. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il faut réformer ou pas dans le sens évoqué par le chef de l'État et la Cour des comptes. Et Jean-Marie Le Guen, qui était à votre place la semaine dernière, qui s'interrogeait sur la dégressivité des aides et sur leur durée également. Alors vous répondez quoi, vous? J'aime beaucoup les états d'âme de parlementaires qui sont en place depuis plusieurs dizaines d'années et qui n'ont jamais connu la perte de l'emploi comme M. Le Guen. Et je vais vous dire la réalité aujourd'hui. C'est que quand on veut parler du chômage, on s'en prend au système d'indemnisation en estimant qu'il est trop coûteux et trop durable. Là, le système explose. Excusez-moi, le système il explose parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le système peut-être. C'est quoi la solution? C'est qu'on laisse les gens à la rue? C'est qu'on dise aux gens demain vous n'avez pas la bonne indemnisation. La réalité, c'est que beaucoup de chômeurs qui ne touchent pas plus souvent de 56%, 60% de leur salaire antérieur net sont dans des grandes difficultés financières, se retrouvent en difficulté y compris de payer des loyers, de nourrir leur famille. Et beaucoup de ces gens-là demandent des emplois. Vous savez, je termine une campagne électorale. J'avais une équipe de campagne dont l'ensemble de cette équipe est aujourd'hui au chômage. J'ai eu hier mon ancien directeur de campagne qui m'a raconté sa visite à Pôle emploi avec une question toute simple. Crois-tu vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de moi quand j'arrive à Pôle emploi? Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez d'agents pour travailler auprès des salariés, diplômés ou pas. Il n'y a pas assez d'agents pour travailler auprès des jeunes. Et donc, si on veut vraiment réformer l'indemnisation du chômage, travaillons pour mettre plus d'efforts sur le chômage et d'arrêter de toujours vouloir taper sur les chômeurs. Donc on ne touche pas. Et on ne touche pas et surtout, on ne touche pas. Et surtout, simplifions la vie des chômeurs. Il y a des couacs administratifs terribles. Il y a des incompréhensions. Restons sur la réforme éventuelle. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est pas que c'est intéressant. C'est que j'en ai assez dans ce pays, et c'était déjà le cas avec M. Rebsamen, qu'à chaque fois qu'on parle du chômage, c'est pour taper sur les chômeurs et l'indemnisation et ne jamais se poser la question de savoir comment est-ce qu'on rend cette période-là efficace, y compris pour le pays, et utile. Vous êtes heurté aujourd'hui, c'est pas d'unité de gauche quand on vous entend. C'est pas une histoire d'unité. D'idée de gauche. Vous savez, j'ai fait de la politique et j'ai été aussi dans le monde du travail. J'ai connu des licenciements, j'ai connu des dépôts de bilan, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'aller expliquer sa vie à un agent à Pôle emploi qui ne comprend rien de ce que vous faites parce qu'il ne connaît pas votre métier et qui vous dit débrouillez-vous. C'est la réalité de beaucoup de gens. Donc c'est très bien les formations. Je pense que c'est très bien aussi si on amène plus d'aide aux salariés. C'est Pôle emploi, c'est des tas de réseaux qui aujourd'hui mobilisent les jeunes, les plus vieux, les seniors, les cadres sur la question de l'emploi. Mais arrêtons d'avoir cette recette facile à droite comme à gauche qui est de penser qu'il faut taper sur l'UNEDIC. Alors à gauche, vous l'avez dit, alors à gauche c'est quand même François Hollande, c'est Jean-Marie Le Guen, on sait que c'est aussi une idée partagée par Manuel Valls, ils vous mettent en pétard.
Mais c'est pas qu'ils mettent en pétard, je pense que c'est pas la solution et que c'est pas en rognant sur des indemnités qui sont pas énormes dans ce pays et qu'on va répondre à une la Cour crise des comptes a sociale fait le calcul. et une crise économique. Si on rogne, comme vous le dites effectivement, parce que ça revient à ça, on allège le fardeau de la dette. J'aimerais que la Cour des comptes fasse aussi le calcul après de ce que veut dire de mettre plus de gens dans la pauvreté et combien ils vont coûter à l'État. Combien coûterait les impayés augmenter de loyer parce que des gens n'ont plus leur indemnité chômage? Combien ça coûterait que des gens ne payent plus leur pension alimentaire, ne payent plus leurs impôts, etc., etc. Le chômage, il a un coût, c'est pour ça qu'il faut se battre contre le chômage et pas contre les chômeurs. Alors, à l'occasion de la présentation de ce plan emploi, on a senti que Emmanuel Macron est un peu marginalisé actuellement. Je ne sais pas si vous le ressentez également, plutôt au profit de la ministre du Travail. Est-ce que cela vous satisfait comme schéma ? Écoutez, franchement, je n'ai pas de point de vue sur le sujet. Que la ministre du Travail s'occupe des questions d'emploi me semble à peu près évident. Mais le ministre de l'économie avait fait des propositions en décembre qui n'ont pas été retenues, semble-t-il. Semble-t-il, vous savez, je ne suis pas dans ce gouvernement. Je pas encore peut-être. Donc, objectivement, je n'ai pas à juger de cela. Est-ce que François Hollande va perdre immanquablement son pari sur l'emploi d'ici 2017, selon vous? Je pense qu'en tout cas, miser tout son engagement sur l'inversion d'une courbe du chômage, quand à côté on ne change rien du mode de développement économique de ce pays, c'est un pari extrêmement risqué. Après, vous savez, moi je ne lis pas dans l'avenir, donc je n'en sais rien. Alors, on espère en tous les cas que le chômage va effectivement reculer d'ici. Mais je pense que c'est surtout, je vais vous dire, c'est surtout que je pense que c'est important pour les gens qui sont dans cette difficulté-là, plus que de connaître l'avenir politique des uns et des autres. Absolument. Alors, la question se pose, est-ce que François Hollande s'est piégé avec son pari justement sur l'inversion de la courbe, alors qu'il y a eu quand même 650 000 chômeurs de plus depuis 2012 Emmanuel Cosse, est-ce qu'il s'est piégé avec son pari, comme il s'est piégé, semble-t-il, avec la déchéance de nationalité pour les terroristes? Vous posez deux questions différentes. Le fait qu'il ait voulu, par cette phrase sur l'inversion de la courbe du chômage, en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque, dire que c'était sa mobilisation, c'est tout à fait son droit. Et moi, j'ai aucun problème avec toute personnalité politique qui cherche à mettre la question d'emploi au premier rang. Mais dans ce cas-là, il faut s'en donner les moyens. Sur la déchéance sur le sujet de la déchéance de nationalité, je ne sais pas si c'est un piège, mais c'est surtout le fait que... c'est un piège aujourd'hui pour François Hollande. Il a voulu peut-être tendre un piège à la droite, mais là, c'est le bourbier à gauche. Vous savez, moi, je suis très premier degré dans la vie. Je ne suis pas dans la posture. Je pense qu'à un moment, quand on fait des choix politiques, il faut les assumer jusqu'au bout. Le président de la République a fait le choix de présenter cette mesure qui est pour moi un non-sens, une incompréhension totale. Et ce qui est certain, c'est que le 23 décembre, quand ça a été annoncé, on nous a expliqué qu'en gros, les quelques personnes comme moi et d'autres qui se disaient contre, nous nous égarions, si je me souviens bien à l'expression du Premier ministre. La réalité, c'est que cette proposition fait du mal, elle fait du mal dans la société, que le débat politique continue, perdure, et que j'espère surtout que le président de la République va avoir la clairvoyance de bouger de position. Non, mais il ne va pas enlever la déchéance de nationalité. Il a prononcé la formule devant le Congrès. Écoutez, il a souhaité rencontrer l'ensemble des groupes parlementaires et partis politiques vendredi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voudra nous dire, mais en tout cas... on cherche une solution, une solution sémantique. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution. On ne parle plus des binationaux. Mais ce qui est terrible avec la déchéance de nationalité, c'est que vous expliquez que la nationalité, c'est ce qui va nous différencier. Et c'est ça le problème. Quand vous dites que la République est une et indivisible, la construction de notre État s'est faite sur des grands principes, et c'est ce qui fait que nous sommes un grand pays. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur d'avoir été là-dedans. Maintenant, des expressions ont été émises depuis décembre pour trouver une porte de sortie différente, indignité nationale par exemple, ou d'autres sujets. Ça vous conviendrait? En tout cas, les portes ont été fermées par le gouvernement à chaque fois. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... Parce qu'il y a eu la fameuse formule prononcée devant le Congrès, d'échéance de nationalité. Mais vous savez, l'intelligence, c'est de savoir reconnaître quand on a pu faire une erreur ou quand on veut évoluer. Est-ce que vraiment aujourd'hui... C'est ce que vous demandez à François Hollande. Est-ce que vraiment aujourd'hui... Reconnais ton erreur et évolue. En tout cas, je pense sincèrement que les Français ont besoin d'un État fort, ont besoin d'une unité, ont besoin d'action. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils aient besoin de déchéance de nationalité. Ils ont besoin de se réunir autour des valeurs communes et d'un destin partagé. Vous êtes d'accord aussi? Alors justement, écoutez ce que dit à ce sujet Manuel Valls, qui lui défend cette mesure symbolique de la déchéance de nationalité. Regardez, vous réagissez. Être français, ça n'est pas seulement la nationalité. La nationalité, c'est un droit juridique, mais la nationalité, d'une certaine manière, on doit la gagner. C'est l'appartenance, je vous le disais tout à l'heure, à une communauté de valeurs. C'est quoi être français? C'est pas un bout de papier seulement. C'est l'appartenance à des valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est ce que nous sommes. Et c'est construire ça en permanence.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre? On n'est pas seulement français avec un morceau de papier. Mais la nationalité n'est pas un morceau de papier, est avant tout une inscription dans un pays, sa construction et ses valeurs. Et moi, je veux qu'on ait un véritable débat qui est que des Français, qu'ils étaient binationaux ou pas, ont décidé de s'attaquer à leur pays. C'est ça que je veux combattre. Donc ils doivent être exclus de la communauté nationale. Je veux combattre cela par des peines, par des sanctions, par une mesure symbolique, par des mesures. Par une mesure symbolique. Mesure symbolique, quoi que ce soit. Mais ça n'a rien à voir avec la nationalité. Est-ce que vous croyez que c'est des chances de citoyenneté, une indignité nationale? En tout cas, décider de poser le débat sur la question de la nationalité, c'est remettre dans notre société une division sur ce qui fait aujourd'hui qu'on se reconnaît ou pas français. Et par ailleurs, quoi qu'en disent les uns et les autres, j'ai encore entendu ce matin Stéphane Le Foll qui rappelait sur un autre média qu'il ne s'agissait que des crimes terroristes. Mais il n'empêche que depuis qu'ils ont fait cette proposition, on n'entend que des binationaux, de tous bords, binationaux de tas de pays, qui nous disent comment ils se sentent meurtris, parce que visés. Et c'est ça qu'il faut un moment comprendre. C'est que pas tous, hein. Certains adhèrent, même s'ils sont binationaux. J'en ai entendu beaucoup, et y compris, je peux vous dire, dans ma vie quotidienne, je suis arrêtée par des gens qui ne me parlent que de ça parce qu'ils sont choqués. Ils sont choqués. Je vis dans un quartier qui n'est pourtant pas très populaire de Paris, et pourtant c'est le cas. Et à un moment, il faut avoir cette reconnaissance-là. Agissons contre le terrorisme, agissons contre les gens qui nous attaquent. Mais excusez-moi, quand on dit, y compris c'est le Premier ministre qui l'a dit, cette mesure n'a pas d'efficacité, elle n'est que symbolique. Alors c'est important pourquoi? le symbole, vous l'avez rappelé vous-même, on n'est pas simplement français par un papier. Mais le symbole, il est important pour nous unir. Et le problème, c'est qu'en utilisant cette mesure-là, qui par le passé a été utilisée par des pays... Oui, mais on ne peut pas faire le parallèle historique avec Vichy. Mais pourquoi? Mais je ne parle pas de Vichy. Vichy, c'est pas Vichy. Lisez Hannah Arendt. Lisez comment l'Allemagne et d'autres pays ont décidé d'exclure des Juifs de leur pays et de leur communauté en passant par la déchéance de nationalité. Rappelons-nous le combat de René Cassin contre les apatrides. Et moi, je suis désolée, je suis juriste de formation. C'est un débat éminent aujourd'hui, la déchéance de nationalité. C'est ce qui explique pourquoi on a fait l'Europe, pourquoi est-ce qu'on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, pourquoi est-ce que De Gaulle, dans les années 50 et en 58, décide d'aller plus loin sur les sujets des droits fondamentaux. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, le terrorisme ne doit pas nous conduire à oublier ce qui a fait notre grandeur, nos valeurs et ce qui fait la France. François Hollande vous aura peut-être entendu. Manuel Valls déclare aujourd'hui à une télé suisse « Nous ne pouvons pas dire aux réfugiés « venez » et encore moins « venez tous ». Il a raison? Non. Non, mais ça c'est... Si vous voulez, ce problème est absolument navrant. C'est au nom des problèmes redoutables que ça pose à notre société, dit-il, qu'on ne peut pas leur dire « venez tous ». Excusez-moi, mais aujourd'hui, il y a un premier problème. Il y a des réfugiés en Europe. Ils sont sur les routes d'Europe. Un certain nombre sont arrivés en Allemagne, sont aussi en France. Je ne crois pas qu'on peut simplement dire aux réfugiés « ne venez pas ». Ce sont des gens qui quittent la guerre, l'exil, les violences, la détresse et la mort. Et de toute façon, rien n'arrêtera leur chemin. Donc la question maintenant, et ce n'est pas une réponse française, la question est de savoir si l'Europe est capable de répondre dignement à cela et d'avoir une politique européenne d'accueil, tout simplement. Et ça peut aussi inclure la Suisse, qui n'est pas dans l'Europe, mais qui a certainement des choses à faire sur ce sujet. Jean d'Ormesson, l'autre soir, les yeux dans les yeux avec le Premier ministre, lui a dit « Vous vous êtes droitisé, Manuel Valls ». Il avait raison, Jean d'Ormesson? Je me rappelle du candidat à la primaire de 2011 qui, sur un sujet, est à peu près le même que le Premier ministre aujourd'hui. Donc, moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il y a une volonté d'avoir un discours d'autorité. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça que l'on peut faire de l'adhésion autour de soi. Allez, deuxième partie de Preuve par 3, avec cette question, faut-il une primaire de la gauche pour un seul candidat en 2017? Lucille Malandin de l'AFP va vous poser la question. Pour Manuel Valls, toujours lui, François Hollande est le candidat naturel de la gauche. Mais le ton a quand même évolué, on l'a noté ces derniers jours chez certains socialistes. Écoutons par exemple Julien Drey, proche du chef de l'État. Si la primaire, elle sert à régler des comptes, ou à éliminer les uns ou les autres, à faire, je dirais, un tribunal dans lequel devrait passer tel ou tel candidat, elle n'a aucun intérêt. Si la primaire, par contre, elle sert à avoir un vrai débat, et à choisir celui qui est le mieux ou le plus en capacité de représenter la gauche, toute la gauche, alors elle est utile. Donc la question qui est posée, elle est simple. Oui à une primaire de toute la gauche en vue d'avoir un seul candidat. Parce que la question qui est sous-jacente à tout cela, c'est d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle, de ne pas recommencer le 21 avril 2002, ou ne pas faire une campagne électorale de premier tour où on ne sait pas où on va. Donc il faut évidemment se rassembler. Pour se rassembler, il faut être capable de trouver la solution.
Voilà, Lucille Malandin nous a rejoint. Bonsoir, cher consoeur. Bonsoir. Votre question à Emmanuel Cos, donc, sur cette primaire. Alors, quelle est votre position sur une primaire de la gauche? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les conditions sont réunies? Alors, tout d'abord, cet appel pour une primaire, moi, je pense qu'il a été salvateur parce qu'en fait, il a ouvert un débat que tout le monde croyait déjà clos. On a démarré l'année politique 2016 en nous expliquant que de toute façon les candidats étaient déjà décidés pour 2017, que les choses étaient jouées et que ça serait entre un tel et un tel et qu'on refaisait quasiment 2012. Ce débat, il est important, non parce qu'il n'est pas porté que par des politiques, essentiellement par des personnalités qui sont hors des partis politiques et qui dit... Beaucoup d'écologistes, hein. Il y a quelques écologistes. Il y a en effet Yannick Jadot, député européen, Daniel Cohn-Bendit, éminents écologistes qui sont à l'origine de ce texte, mais c'est quelque chose qui s'est fait totalement en dehors de notre parti, y compris nous n'étions pas du tout dans la boucle de cette proposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens se disent « ayons le débat ». Et la primaire, ce n'est pas simplement à la fin de savoir quel candidat va y aller. Il y a aussi derrière leur proposition un processus, moi, que je trouve très important, qui est d'avoir des mobilisations, des échanges, oui, d'essayer de construire qu'est-ce qui pourrait faire que demain, nous ayons un projet qui va au-delà même des candidats et qui permettent de répondre aussi à une question pour 2017, qui est comment est-ce qu'on bat C'est ce que les promoteurs de l'appel à une primaire de la gauche envisagent, des contributions, des débats publics, etc., de créer une plateforme programmatique. Mais comment est-ce possible, à l'heure actuelle en France, dans le monde politique de gauche, qu'on puisse avoir ce débat sans que des candidats émergent et commencent à... avoir des positions. Mais tout d'abord, moi je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas changer le processus par rapport à l'élection présidentielle, y compris le moderniser. La droite va enfin faire une primaire, c'est quand même assez inédit. Et je ne sais pas comment ils en sortiront, mais c'est le cas. Le PS avait fait une primaire ouverte à la gauche en 2011 qui a quand même permis de construire derrière une candidature à la présidentielle qui l'a emportée. Et je ne vois pas pourquoi, dans notre pays, à l'avenir, on ne pourrait pas avoir des primaires à chaque fois. Objectivement, aujourd'hui, et vous l'avez noté, on a eu une position de gêne très forte de Jean-Christophe Cambadélis le premier jour de cet appel, puis une certaine ouverture. Je ne sais pas ce que fera à la fin François Hollande s'il se déclare candidat à quoi que ce soit. Je n'en sais rien. En tout cas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas poser la question tous les 5 ans de savoir est-ce qu'on ne doit pas avoir une évolution sur le sujet. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, vous êtes adressé tout à l'heure à François Hollande d'une certaine manière sur la déchéance de nationalité. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui, par exemple, à François Hollande qui redoute, on l'a entendu dans la bouche de Julien Drey, de passer devant un tribunal. De passer devant un tribunal. Vous savez... Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme garantie? Déjà, je ne suis pas à l'initiative de cette... vous la défendez? Je la défends alors que je ne suis pas du tout à l'initiative, mais j'ai lu, et je vais rencontrer d'ailleurs leurs auteurs à leur demande en tant que chef de parti. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 enjeux. Un, ne pas simplement baisser les bras avant la présidentielle et se dire que la seule question est de savoir qu'est-ce qu'on va voter face à Marine Le Pen. Moi, je me refuse à ce que le débat présidentiel soit celui-là, puisque c'est celui-là qui s'impose à nous aujourd'hui par rapport à des sondages. Et pour ça, ça veut dire... Quoi qu'il arrive, primaire ou pas primaire, qu'il faut qu'il y ait du débat politique, de la confrontation, de la modernisation. Parce que ce n'est pas simplement de faire des contributions. On en a beaucoup. Mais non, il faut aussi qu'on soit capable aujourd'hui d'utiliser le temps politique du débat avant une présidentielle pour se poser des questions sur c'est quoi notre réponse aux enjeux du monde en 2016, en 2020, en 2030. Jean-Luc Mélenchon, qui est crédité d'une dizaine de % dans les sondages actuels sur la présidentielle de 2017, a déjà fermé la porte à cette primaire. Mais c'est bien son problème. Moi, je pense qu'on ne peut plus faire comme avant. Je ne pense qu'on ne peut plus faire comme avant. Je ne sais pas combien il sera à la fin et s'il sera candidat, mais je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la science infuse et personne ne peut dire « je serai au second tour de la présidentielle » ou même « je serai au premier tour ». Et donc, tout ce qui peut permettre aujourd'hui de redynamiser ce débat politique, de faire des propositions, de ne pas arriver désarmé devant les électeurs, ce qu'on a pu voir parfois chez certains candidats, me semble important, d'autant plus. Moi, je veux bien qu'on se raconte n'importe quoi sur la montée du Front National, mais cette montée, elle est aussi possible parce que des gens ont décidé de se mettre en retrait du vote et en retrait de l'actualité politique. Ils ne votent plus depuis 2012. Pas simplement des gens à gauche, beaucoup à gauche, un peu à droite. Il faut s'interroger sur pourquoi des gens décident que le temps politique dans notre pays, qui est si politisé, ne les intéresse plus. Et donc la primaire peut être un élément pour faire cela. Après, il faut sûrement poser des conditions. Je pense qu'elle ne sera réussie que s'il y a beaucoup de candidats et que, j'espère, il y aura les principaux. Et un seul élu, un seul élu à la fin. Et tous les autres qui s'alignent. C'est en tout cas, je le crois, ce que veulent faire les organisateurs. Mais encore une fois, ils ont lancé un premier appel, ils veulent lancer une initiative. Ils ont demandé à rencontrer des représentants de partis politiques pour échanger avec eux. Donc on en est dans une première phase. Mais moi, je trouve intéressant que dans ce temps démocratique qui semblait arrêté,
ou y compris vous, journalistes, vous nous expliquez qu'en fait tout était joué et qu'on on se revoit en avril 2017, je trouve intéressant d'avoir un autre débat sous une autre forme. Voilà pour la primaire, Lucile. Il semble que des candidats écologistes se préparent à une éventuelle candidature en 2017. Ça se dit, ça se sait. Est-ce que ça veut dire que si jamais cette primaire n'a pas lieu, je suppose, étant donné ce que vous venez de nous dire, il pourrait y avoir un candidat écologiste qui se présenterait donc face à François Hollande, peut-être face à Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, c'est un débat que le parti, au lendemain des élections régionales, n'avait pas encore ouvert. Mais vous le savez, on a un congrès à la fin du semestre, là, en juin. Et pour moi, ça sera un débat qui aura lieu à ce moment-là. Avant le congrès ou certainement juste après. En tout cas, ça fait partie des échéances pour n'importe quel parti politique de s'interroger sur ces choix-là, y compris comme notre parti. Qui voyez-vous comme candidat? Je ne vais pas vous demander de trancher. Mais non, mais je l'ai déjà dit très clairement, et je l'ai dit au-delà même, parce que je pense que le problème, c'est pas qu'une histoire de candidature de parti. Il faut aujourd'hui être capable d'avoir des candidats qui sont capables de parler à la société tout entière. Et moi, je l'ai dit, je pense qu'il n'y a que 3 personnes qui portent l'écologie de manière extrêmement large. C'est Cécile Duflot, c'est Nicolas Hulot et c'est Daniel Cohn-Bendit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont candidats et qu'ils sont partants. Je vous dis à mes yeux, les gens qui aujourd'hui ont cette capacité à avoir un projet politique qui embrasse largement la famille politique, mais qui va bien au-delà. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ces cas-là de dispersion? Comme on sait maintenant quasiment à coup sûr que Marine Le Pen sera présente au 2e tour. Est-ce que s'il y a un candidat écologiste... Mais vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on décide sur le fondement des derniers résultats aux élections régionales et de sondages qu'à coup sûr, il y a Marine Le Pen qui sera là. Qui peut vraiment prédire le temps politique? Franchement. Qui peut dire 1 an et demi avant la présidentielle? Mais il vaut mieux conjurer le danger. Mais excusez-moi. Déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut la combattre. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, elle est très absente des médias. On n'entend rien de ce que pensent ces élus régionaux et on les voit très en retrait. On les voit en train de préparer la prochaine offensive qui est la présidentielle. Je pense qu'il faut les combattre et y compris combattre dans les terreaux. Ils ont gagné. Vous avez vu l'affiche qu'elle a préparée? Oui, je ne sais pas à quelle élection elle est destinée. Je ne sais pas si c'est pour la présidentielle. On l'a vu en tous les cas photographiée dans son bureau avec derrière elle l'affiche avec elle en vedette avec le slogan « La France apaisée ». Ben oui, mais Marine Le Pen sait utiliser la communication comme d'autres et reprend des slogans. Je pense que vous pourriez avoir sur beaucoup de personnalités politiques, de droite comme de gauche d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que chez les Français, il y a un besoin d'apaisement et de réponse à leurs difficultés. Mais c'est aussi pour ça que quand je dis la combattre, c'est aussi combattre ce qui fait le terreau du Front National, c'est-à-dire de remettre des services publics là où ça vote très fortement le Front National, de répondre au sentiment d'abandon qu'il y a réellement dans beaucoup de régions et qu'on réponde aussi à la peur de l'avenir. Quand vous voyez dans certaines régions, il y a des votes à plus de 50% dans certaines communes pour Marine Le Pen, on doit s'interroger aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des gens se portent aussi majoritairement vers elle? Alors, vous avez reconnu, c'était lors de vos vœux, Emmanuel Cos, que vous êtes trompé au régional. Vous avez déclaré que vous ne vouliez plus d'alliance avec la gauche radicale. Alors, finalement, est-ce que vous donnez raison au dissident François de Rugy qui était récemment sur le plateau de Public Sénat? On l'écoute. Duflot, par exemple, qui n'ont cessé de dire « mais nous allons incarner l'alternative au Parti socialiste, les électeurs en ont... » Regardez ce que ça a donné. 4,8% en Nord-Pas-de-Calais qui perdit, 6,5% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un échec total et il porte aussi une responsabilité dans le fait que la gauche et les écologistes ne soient plus représentés dans ces régions. Bon, déjà, je vais vous dire, je ne donnerais pas raison à François de Rugy parce que je pense que s'il avait des désaccords, il fallait qu'il les porte et qu'il les défende au sein de son parti. Et ce qu'il a fait avec d'autres, de partir d'un parti qui les a fait élire, qui les a portés pendant tant d'années à 4 mois d'une élection, est quelque chose d'absolument inacceptable. Et inacceptable, y compris en termes de loyauté. Il était opposé, et moi j'ai dit, y compris la manière que j'aurais fait autrement dans cette région, il était opposé au choix qu'a fait la région Nord-Pas-de-Calais de présenter une liste autonome. Il l'avait dit. Il l'avait dit, mais dans ce cas-là, il fallait aussi défendre cette idée jusqu'au bout, défendre des motions, aller chercher des votes et pas ne faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de quitter un parti qui a été sa famille politique pour la dézinguer, la dessouder et en même temps affaiblir tout le monde, y compris, je le redis, les régions décident dans notre parti de leur choix stratégique aux élections. Sur 12 régions, nous avions 8 régions où nous avions des listes écologistes. Je dis bien des listes écologistes.
Certaines régions ont fait le choix de s'allier avec parti. On va pas refaire les régionales. Et c'est dans ces régions que les résultats ont été faibles. Oui. Donc c'est pour ça que moi je dis objectivement qu'il y a eu en effet des erreurs. Mais vous savez aussi la réalité d'organisation de mon parti. Si on est dans une préparation de primaire, si on est dans l'idée d'un compromis et que vous ne voulez plus aller du côté du front de gauche, alors vous allez peut-être vous tourner du côté du PS. Mais non, mais vous voyez, simplement de poser la question, ça montre bien la faille. Elle n'avait pas posé sa question encore. Parce mais non, mais le problème, excusez-moi, nous sommes écologistes. Je suis désolée de le redire. C'est pour ça que ce parti s'est créé. C'est pour ça que ce parti s'est créé il y a 30 ans. Et je pense qu'y compris dans mon parti, quand on veut réduire le débat, en gros, entre François de Rugy qui est allé avec le PS ou d'autres qui disent allez avec Mélenchon, ça n'a pas de sens. Si nous avons un moment décidé, y compris moi, j'ai décidé, la première fois que j'ai été dans un parti politique, c'est pour aller dans un parti écologiste, c'est bien parce que je ne trouvais ma réponse ni dans la social-démocratie, ni dans le communisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les écologistes ont une seule, à mon avis, obligation pour ne pas se planter, comme ça a été le cas aux dernières élections, c'est de faire de l'écologie et de répondre à ce pourquoi nous sommes appréciés. Parce que nous apportons de l'écologie dans ces politiques. Parce que sans nous, malgré tout, il n'y aurait pas eu la COP21 et la conversion de François Hollande. On vous dit, entrante dans le gouvernement, à l'occasion d'un remaniement. Je lis vos dépêches, oui. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous savez déjà que vous y allez ou vous n'y allez pas? Alors, je peux vous dire en tout cas que tout ce que je lis dans la presse, y compris dans vos dépêches, ne vient ni de moi. Et non, je n'ai pas des rendez-vous à l'Élysée pour décider de mon avenir ministériel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment cette sauce-là monte quand on a un débat politique qui est essentiel, qui est celui de la déchéance de nationalité, et que tout le monde veut essayer de l'enterrer. Ce débat-là ne va pas être enterré. On peut trouver des subterfuges. Il y a eu le plan emploi, il y a ces rumeurs de remaniement. Tout le monde qui s'excite au sein Alors, du parti. si on vous proposait d'entrer dans le gouvernement... Ça veut dire que c'est une fausse rumeur que ça veut dire simplement que je ne suis pas... Ce n'est pas le sujet. Et non, mais si on vous proposait d'entrer dans le gouvernement aujourd'hui, que diriez-vous? Je pense que je vous ai déjà répondu à plusieurs reprises. Pourquoi faire? Pourquoi faire? La question serait posée, vous demanderiez à... Qu'est-ce que vous voulez faire dans la fin de mandature? Quels sont les projets de ce gouvernement? Est-ce que vraiment vous voulez faire une politique très écolo qui réponde notamment aux besoins de création d'emplois? Est-ce que l'on ferme Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que l'on arrête Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que l'on ferme Fessenheim? Ayons les vrais débats écolos. Vous auriez un débat, mais vous accepteriez le dialogue. Vous ne diriez pas, par exemple, comme Cécile Deflot, il n'en est pas question avec Manuel Valls, Premier ministre. Mais ça n'a jamais été la position que j'ai tenue depuis que je suis secrétaire nationale. J'ai toujours voulu avoir une discussion politique. Et à un moment, il faut arrêter entre les rumeurs sur des remaniements et le fait qu'à chaque fois, il n'y a pas de discussion politique. Ça veut dire que ce mandat n'est pas terminé, tout est encore possible. Les écologistes peuvent encore rentrer dans le gouvernement. Et vous savez, moi j'ai le souvenir de la fin du mandat du gouvernement Fillon. J'étais alors vice-présidente de la région. J'ai négocié avec certains ministres à 2 jours de l'élection présidentielle des choses concernant des questions de logement, d'habitat insalubre et qui concernent notamment une ville de Seine-Saint-Denis et ça concerne 15 000 personnes. Donc je vais vous dire, la politique, elle s'arrête jusqu'au moment où vous n'êtes plus en poste. Quand j'étais présidente d'Act Up, il y a fort longtemps, je me rappelle avoir négocié des choses dans l'entre-deux-tours des législatives. Donc il faut arrêter de penser qu'à un moment, les choses s'arrêtent en politique. Ce n'est pas vrai. Agir, c'est toujours possible. Et y compris François Hollande, même s'il perdait l'élection, il serait malgré tout en fonction jusqu'à un moment et il a des pouvoirs d'action. Et là-dessus, je pense que c'est très important d'arrêter de laisser penser que le temps politique s'arrête. Oui, ce qui va s'arrêter, c'est à un moment les discussions législatives. Sauf que vous avez des élus, vous avez des ministres, vous avez des tas de personnes qui sont en responsabilité jusqu'au bout de leur mandat et qui ont des moyens d'action. Mais alors soyez prête parce qu'on annonce un remaniement imminent. Hein. Alors vous ne voulez pas nous en dire plus sur votre avenir? Vous êtes prête à discuter? Je suis surtout prête pour porter des sujets écolos, pour me battre à la région contre la nouvelle majorité de droite. Non, mais porter des sujets écolos au gouvernement. Alors justement, vous ne voulez pas nous répondre sur le gouvernement. Alors, autre question sur votre avenir, est-ce que vous allez vous représenter à la tête d'Europe Écologie Les Verts lors du congrès au mois de juin? C'est de la même manière. Et en plus, ce n'est pas une surprise puisque nous en avions discuté ensemble lors de notre dernier Conseil fédéral. On est aujourd'hui, donc on a clôturé cette question-là. Maintenant, on est tous en train de travailler sur le prochain congrès. Sur quelle base on le fait, comment, avec qui. Et comme je l'avais dit, c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui avant de décider si oui ou non je me représente.
Voilà. Chaque chose en son temps. Je pense qu'aujourd'hui, y compris chez les écologistes, on a besoin aussi de se poser. Ça fait 5 élections qu'on enchaîne. On a besoin aussi de reconstruire les bases de notre projet et notamment de notre capacité à aller à l'encontre des électeurs pour 2017. Merci Lucille Malandin. Une petite question à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce une bonne idée pour une députée écologiste de faire appel à Pamela Anderson pour dénoncer le gavage au moment où les producteurs de foie gras, on le sait, sont victimes de la crise de la grippe aviaire? On a entendu des députés furieux, dont un socialiste par exemple, qui a dénoncé cette politique spectacle avec cette vieille gloire des sitcoms. Je pense que les députés dénonçaient la politique spectacle quand je vois leur spectacle aux questions au gouvernement. Je propose que chacun reste calme. Notre député Laurent Sabeil veut défendre la cause animale et donc a proposé une proposition de loi sur l'interdiction du gavage des oies. Moi, je pense que ce n'est pas le sujet essentiel du moment. Ces producteurs sont en très grande difficulté. Ça fait débat au sein de notre groupe écologiste. Et que surtout, il faut qu'on mette fin aux élevages industriels qui aujourd'hui amènent aussi cette grippe aviaire et touchent en premier lieu des agriculteurs et des éleveurs qui sont, eux, dans des manières de faire un peu différentes. Après, Pamela Anderson ou n'importe qui d'autre, je pense que toutes les personnes qui, de bonne foi, sont engagées pour la cause animale, elles doivent le respect. Et ce que j'ai entendu sur elle, avec des propos ultra machistes et misogynes, franchement, ça ne glorifie personne et comme par hasard à chaque fois c'est de la part de députés mâles et malheureusement en tout cas depuis 2012 c'est pas la première fois qu'on a ces remarques-là ou des attitudes. Je vous rappellerai les comment on dit les commentaires sur la robe de Cécile, les colibets, les députés qui font la poule quand Véronique Massonneau parle. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un moment où les députés devraient surtout se poser des questions sur la question de leur misogynie avant toute chose. D'accord. Troisième partie de Preuve par 3 avec Michaël Zamès qui arrive. Nous allons donc aborder plusieurs dossiers environnementaux. Vous voulez les porter, vous l'avez dit il y a un instant. Alors on va d'abord évoquer les moteurs diesel qui polluent plus que ne le disent les tests. D'ailleurs Renault l'a bien reconnu aujourd'hui. Alors peut-on faire confiance aux constructeurs? C'est la question que vous posera Michaël dans un instant. Écoutons d'abord sur le sujet Ségolène Royal. Des dirigeants de ces entreprises ont accepté aussi de venir s'expliquer devant la commission. Ce qui est important, c'est que la pollution de l'air s'arrête et que les constructeurs automobiles prennent acte de ce qu'on leur dit pour qu'ils puissent régler les moteurs et ce que va faire d'ailleurs Renault. Pour régler correctement un moteur, il faut une demi-journée. Et donc Renault s'est engagé à faire en sorte, à rappeler un certain nombre de véhicules, plus de 15 000 véhicules, pour les vérifier et pour les régler correctement, pour que le système de filtration fonctionne, même quand il fait très chaud ou quand il fait en dessous de 17 degrés, parce que c'est là que les systèmes de filtration ne marchaient plus. Bonsoir Michaël. Bonsoir Michel, bonsoir Emmanuel Cos. Question très simple. Renault reconnaît une erreur, faute avouée à moitié pardonnée? Non. Je crois que ce qui se passe est extrêmement grave et au moins on peut se féliciter qu'il y ait eu cette commission mise en place très rapidement après le scandale Volkswagen où on a obtenu que tout de suite soient testés des véhicules français parce qu'au départ ce n'était pas vraiment le cas. Et la réalité, en tout cas les informations que moi j'ai pu obtenir, c'est que semble-t-il, il y a donc des défaillances sur les véhicules Renault, sur des systèmes de dépollution qui ne fonctionnent pas. La ministre vient de le dire, ça ne fonctionne pas en dessous de 17 degrés. Et pas que le Renault, il y a d'autres constructeurs qui sont et dans les bribes, en effet, que j'ai lues, il y aurait y compris d'autres constructeurs qu'on nous dit étrangers. Mais attention, dans mon souvenir, n'a été testé que 22 ou 25 véhicules sur une centaine. Est-ce qu'ils ont tous menti? En tout cas, ce qui se raconte, c'est qu'y compris dans les tests qui sont faits à l'étranger, dans d'autres pays où les mêmes commissions ont été mises en place, c'est qu'on retrouve les mêmes défaillances chez plusieurs constructeurs et que semble-t-il, ce qui a été dit aux consommateurs quand ils achètent leur voiture sur le respect d'un certain nombre de normes et tout ça sont faux et qu'il y a peut-être tromperie. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer et je vais vous dire pourquoi je trouve ça grave. Je trouve ça grave parce qu'on trompe le consommateur et y compris on trompe les autorités sur la question de la pollution. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est aujourd'hui l'avenir de ces entreprises. On a des salariés à Renault qui ont un savoir-faire. Renault est une grande maison où l'État est en plus actionnaire, qui produit des véhicules de qualité, mais qui est en train, en fait, de nous dire que sur toute sa production diesel, il y a une erreur. Donc la question moi, que je pose, c'est est-ce que Renault, là, demain, se modernise et montre qu'en fait, il n'y a pas de véhicules diesel qui peuvent être propres? Parce que moi, ce que je veux qu'on sauve, c'est les emplois de Renault. Et donc, c'est un enjeu majeur, parce que vous avez vu l'effondrement de la bourse la semaine dernière. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression que Renault n'est pas si
inquiets du sujet. Ils ont reconnu une erreur de calibrage sur un modèle. Hein. Et ils rappellent 15 000 véhicules. Donc ils ont réagi. Sauf que je crois que le problème va être beaucoup plus important. Mais concernant les normes... Vous pensez qu'on ne nous dit pas encore la vérité? C'est pour ça que je vous dis... Il y a quelque chose de caché. C'est pour ça que je vous dis que moi j'attends de voir les 100 véhicules testés, parce que là on nous parle d'un véhicule, notamment les plus récents. Qu'en est-il des plus anciens? Pourquoi est-ce que là il y aurait un problème et qu'on ne l'a pas vu avant? Est-ce que... excusez-moi de poser des questions aussi triviales, mais on découvre cela à l'occasion de ces tests. Est-ce que donc Renault savait? Ou est-ce que c'est une erreur, tout le monde s'est trompé? Est-ce que vraiment dans la chaîne de direction, il n'y a pas de sujet? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Renault, en même temps, contrairement à Peugeot, a quand même réussi à rattraper son retard sur les véhicules électriques et est en train de développer notamment un véhicule qui marche plutôt bien. Il y a un enjeu majeur parce que ces parts de marché là aujourd'hui en France et en Europe sont prises par des constructeurs étrangers, notamment asiatiques. Et donc la question de savoir aussi c'est quoi le modèle automobile pour l'Europe et pour la France. Si on parle un petit peu de consommateurs comme vous l'avez fait actuellement, vous diriez quoi aux Français aujourd'hui? On se rappelle qu'au moment de Volkswagen, il y a eu des actions de groupe très importantes qui ont été menées aux États-Unis. Et donc il faut faire la même chose en France? Il faudra faire pareil. Déjà sur Volkswagen, je ne sais pas si elles ont eu lieu. En tout cas, moi je me rappelle qu'il y avait des déclarations d'intention pour faire des actions de groupe. Il faudra en faire aussi sur Renault. Imaginez quand même que des personnes s'endettent pour acheter un véhicule qui est nécessaire souvent pour aller travailler, pour être mobile. On leur dit qu'en gros, on leur a menti, mais qu'en plus, ils ne vont pas pouvoir le vendre le prix qu'ils l'ont acheté ou qu'ils peuvent en espérer. C'est le cas pour les gens qui ont des Volkswagen et des Seat et tout ça. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a des actions? Parce qu'ils ne peuvent rien faire de leur véhicule. Pire que ça, je suis sûre que des personnes ont acheté ces véhicules en pensant agir correctement pour la planète, en étant vraiment citoyens de ce point de vue-là. On cru qu'en achetant tel véhicule, ils allaient avoir à faire un effort, peut-être payer plus cher pour respecter la planète. Ils ont été dupés, mais sur des choses en plus qui sont des gens qui veulent changer leur comportement. Donc à un moment, il faut arrêter. Donc ça mérite réparation, vous dites, donc des actions de groupe contre un constructeur français. Ça mérite transparence. Donc action de groupe. Oui, et en plus, excusez-moi, l'État français et l'État est actionnaire de Peugeot. On a augmenté, de Renault, pardon, et de Peugeot aussi. On a augmenté notre part chez Renault. L'État est donc stratège dans ses conseils d'administration. Donc l'État n'a pas fait tout le nécessaire? Est-ce que l'État est au courant de cela en tant que membre du conseil d'administration? Depuis quand a-t-il ces informations-là? Semble-t-il, personne ne l'avait, en tout cas à l'environnement. Est-ce que Bercy les avait? Et que fait l'État demain? Que fait l'État au prochain conseil d'administration de Renault? Je ne dis pas ça. Je dis que quand on est stratège, quand on est un État stratège dans des entreprises dans lesquelles on a des participations, on ne peut pas simplement dire c'est un peu grave. Il y a Renault, il y a Peugeot, il y a l'avenir de ces emplois. Et l'autre chose sur laquelle je ne voudrais pas qu'on oublie quand même le premier sujet, qui est que tout cela part de la question du diesel. Le choix fait par la France de développer ce type de motorisation qui est nocif pour notre santé, qui coûte des milliards, et c'est un rapport sénatorial qui le montre, qui aujourd'hui a un impact sur la santé publique. Et moi, je souhaite qu'on sauvegarde les emplois de l'automobile. Donc comment on fait pour avoir la transparence et ne pas répéter à l'avenir ces mêmes erreurs? Juste avant qu'on vienne justement sur le prix du pétrole et forcément du diesel, je termine avec ce point. Commission d'enquête, c'est quelque chose que vous pourriez demander de la part des élus verts, par exemple? En tout cas, je sais qu'aujourd'hui c'est en réflexion parce que, en tout cas, il y a cette commission-là, mais je pense qu'il faut. Tout le monde veut déjà aller à la fin du processus, et donc une commission d'enquête parlementaire. En tout cas, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais je sais que les parlementaires présents, il y a un seul écologiste, il y a des socialistes et des républicains, se demandent quelles doivent être les suites parlementaire sur le sujet. Alors, on s'intéresse effectivement au nouveau choc pétrolier avec des cours toujours plus bas, avec la chute de revenus pour certains pays, une aubaine pour les pays consommateurs comme nous, avec des conséquences évidemment pour les pétroliers également. Écoutez le président de Total, Patrick Pouyanné, qui annonce une baisse de 20% de son résultat l'an dernier, mais il assure qu'il saura faire face. Les résultats de Total résistent parce que le prix du pétrole, parce que non seulement on est dans la production de pétrole, mais aussi dans la transformation, dans le raffinage, dans la distribution. Donc on est dans toute la chaîne. Mais en même temps, nos résultats baissent. Ils vont baisser d'à peu près un peu plus de 20% cette année quand le prix du pétrole baisse de 50%. Nous résistons, mais nous baissons. Alors c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, la baisse du prix du pétrole, et pour la transition écologique, ça doit être aussi une bonne nouvelle. Mais vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle parce que il ne faudrait pas qu'on indexe toutes nos politiques, y compris environnementales, uniquement liées au prix du pétrole. Ce qui est sûr, c'est que quand le pétrole est très bas, c'est maintenant en fait qu'il faut faire les efforts. C'est-à-dire que c'est quand le pétrole est très bas qu'il faut enlever l'ensemble des aides financières
porter au pétrole, c'est les niches fiscales d'aide, par exemple, au diesel, c'est tout ce qui sont les aides au kérosène pour un certain nombre d'activités. Pourquoi je dis cela? Parce que si on veut, comme nous y engage l'accord que nous avons porté et signé au moment de la COP21, se désinvestir des activités pétrolières qui sont extrêmement nocives à l'échelle mondiale, il faut qu'on profite de ces moments-là pour dire, investissons sur les travaux d'économie d'énergie. Et nous ne disons pas, chouette, c'est moins cher, donc je consomme à tout va. C'est maintenant que vous demandez les preuves de la signature de cet accord de la COP21 à François Hollande. C'est maintenant qu'on peut les faire. C'est quand c'est indolore qu'il faut les faire, et en même temps, ça ne veut pas simplement dire être dans le punitif. Mais par exemple, c'est un moment où le pétrole est peu cher, qu'on peut dire à des gens qui ont des très fortes consommations, par exemple, de pétrole pour se chauffer. C'est maintenant qu'il faut investir dans des travaux. C'est maintenant qu'il faut chauffer autrement. Parce que là, on a des prix extrêmement faibles. Ils peuvent remonter du jour au lendemain. On est très tributaire des pays de producteurs et de gestion géopolitique. Et c'est aussi pour ça que c'est maintenant que notre économie peut se désinvestir des industries pétrolières. Parce que les cours actuels, c'est la mort du gaz de schiste que vous condamnez depuis toujours. Vous savez, je lisais... Vous avez vu les puits fermes aux États-Unis, par exemple. Les puits fermes à cause du coût, mais aussi, vous l'avez peut-être lu, aux États-Unis, dans plusieurs régions, il y a actuellement des séismes à répétition qui sont liés à la fracturation hydraulique et qui, y compris, menacent des villes. Et on est exactement dans ce que nous avions dit il y a 5 ans sur les gaz de schiste. C'est une chimère. Et aujourd'hui, ça a des dégâts environnementaux extrêmement importants et qui ont des dégâts qui vont au-delà de ce qui était attendu. Quand vous dites c'est maintenant qu'il faut agir, c'est ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'écologie ? Tout de suite. Je pense qu'en tout cas, la personne qui est actuellement en charge de l'écologie doit se battre pour qu'il y ait des arbitrages, y compris sur la prochaine loi de finances, sur les questions. Elle le fait bien. Elle se bat beaucoup. Elle se bat beaucoup, y compris, on a vu, sur des sujets très environnementaux. Je pense notamment à la question de l'interdiction d'une pollution très forte dans les calanques de Marseille qui est liée à ce qu'on appelle les boues rouges, l'extraction d'un minerai. Ségolène Royal s'est battue jusqu'au bout. C'est la meilleure d'entre eux ? A perdu. En tout cas, elle sait de quoi elle parle. Elle a compris. Elle écoute. Mais vous savez... Elle dit même ce matin sur une radio, pour ça que j'ai quelques problèmes avec le gouvernement, c'est que j'ai un temps d'avance sur les sujets écologiques. Mais parce qu'elle les connaît et puis qu'elle est consciente de ce qu'on nous dit. Mais vous savez, moi j'ai aussi travaillé avec Laurent Fabius dans le cadre de la COP21. J'ai rencontré un homme qui objectivement s'est mis à la COP21 et au climat quand on a commencé à prendre en charge et qui a découvert des choses et qui m'a dit un jour cette phrase: tu sais, maintenant je vais dans des réunions et j'enrage quand personne ne comprend les impacts du dérèglement climatique. Je lui ai dit bienvenue au club, tu découvres ce que ça veut dire d'être écologiste. Mais je le dis parce que la question climatique, environnementale et l'écologie en général a un tel impact aujourd'hui sur notre développement et pose nos questions de notre avenir, nous, en tant que pays, en tant que développement économique. On voit aussi ce que ça pose comme question internationale, qu'il est absolument nécessaire qu'on ait une classe politique qui avance, justement. Et on a besoin de gens comme ça qui font cette évolution. Impact économique, Emmanuel Cos. Je vais vous parler un petit peu du groupe Areva. Vous avez vu le coût de l'enfouissement des déchets radioactifs. C'est à Bure. Areva, Ça fait partie, en tout cas, ça peut coûter un peu plus de 25 milliards d'euros sur plusieurs années. C'est pire que cela. C'est pire que ça. Il y a eu le choix en France, comme on ne sait pas quoi faire des déchets radioactifs, de les enterrer. Donc, le projet qu'on appelle CIGEO, qui est à Bure. Il faut fixer un prix pour que ça rentre dans les comptes d'EDF et d'Areva. Le prix fixé par Ségolène Royal est de 25 milliards. Les rapports qui ont été proposés pour fixer ce prix ont parlé plutôt d'une estimation à 35 milliards et même de prix beaucoup plus importants en fonction de certaines hypothèses. Je ne vous parle même pas du fonctionnement sur des milliards d'années, puisqu'on est sur des déchets. Et donc toujours, c'est pour toujours. Donc ça coûte une fortune. Et c'est quoi? C'est un fiasco? C'est plus qu'un fiasco, parce qu'en plus, la réalité, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on lègue aux générations futures. Est-ce que vous connaissez une autre histoire où, en gros, on engage des frais monstrueux pour stocker quelque chose dont on ne sait pas comment ça va évoluer? On espère les retraités, c'est ce que dit le président d'EDF. Non, mais vous savez, oui, voilà, le nucléaire a démarré avant que je sois née. On nous a toujours dit que c'était propre, qu'il n'y avait pas de problème. La réalité, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher parce que ces coûts-là devraient être aujourd'hui dans le prix. Et ce qui est avancé ces dernières années, c'est que nous avons pu faire la transparence sur le vrai coût du nucléaire. Mais l'autre chose, est-ce que vous avez envie vraiment de léguer à la génération de vos arrière-petits-enfants de tels déchets dont on ne sait pas ce qu'ils seront dans plus qu'un fiasco, voire de l'incompétence? Mais c'est surtout que je pense que c'est un désastre industriel, et cette expression n'est pas de moi, elle est de Michel Sapin, mais je crois que c'est une vraie expression. La question de Notre-Dame-des-Landes, vous l'avez abordée tout à l'heure. Écoutez, le président de la région, le nouveau président de la région, des Pays de la Loire, qui milite pour la reprise des travaux et qui en a parlé récemment à Manuel Valls.
Il m'a indiqué qu'il restait absolument favorable à cet aéroport, qui est l'aéroport non seulement des Pays de la Loire, mais du Grand Ouest, avec la Bretagne. Et je sais que Jean-Yves Le Drian soutient aussi, je veux le redire, ce projet aéroportuaire. Et il sait parfaitement qu'on ne pourra pas commencer les travaux sans qu'il y ait par ailleurs une évacuation. Est-ce qu'il s'est engagé sur ce point, Manuel Valls ? Alors, pour l'instant, il n'est pas engagé sur le calendrier. Et moi, je sais très bien que sans doute que la décision se prendra au-dessus, vraisemblablement à l'Élysée. Je sais que si ça dépendait de lui, en tout cas, il cherche les moyens de réaffirmer à Notre-Dame-des-Landes l'autorité de l'État qui est bafouée. Voilà, Bruno Retailleau, qui est également président des sénateurs socialistes et qui sera notre invité la semaine prochaine. Les sénateurs républicains. Les républicains, président des sénateurs, les républicains. La maire de Nantes, elle dit que c'est au président de la République de trancher. Manuel Valls dit, lui, il faut accélérer. Il faut que ça cesse. Attendez, moi je ne parle jamais à la place de Manuel Valls et je propose qu'on ne prenne pas pour argent comptant les propos de Bruno Retailleau, oui, par Bruno Retailleau. Je pense que il laisse entendre que les travaux je pense surtout que c'est très maladroit d'un président de région, quel qu'il soit, de parler à la place des premiers ministres. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que, non pas simplement parce qu'il y a une très forte mobilisation contre cet aéroport, mais parce que c'est un non-sens économique. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cet aéroport à plusieurs dizaines de kilomètres de Nantes, dans un bocage nantais, où des gens aujourd'hui travaillent. On va mettre en cause des espèces protégées et donc remettre en cause la loi. On oublie de dire, et donc je le redis très simplement, tous les recours juridiques ne sont pas épuisés. Et c'est ce qu'a dit François Hollande, il ne fera rien tant que les recours juridiques. Et là, pour l'instant, les travaux ont repris. Les travaux n'ont pas repris. Il y a l'AGO Vinci, qui est la filiale de Vinci pour faire cet aéroport, qui a décidé de faire la guérilla juridique et de s'opposer et d'exproprier des familles de paysans qui ont refusé l'indemnisation il y a plusieurs années, qui sont, décision de justice attendue qui sont sur le site depuis certains 5 générations, qui vivent là-bas et qui ont été à l'origine de cette lutte. La famille Fresneau notamment, Sylvain Fresneau qui est agriculteur aujourd'hui, son oncle est un des premiers lanceurs de cette lutte en 1974. Pourquoi je parle de cela ? Parce qu'à un moment, il faut prendre les engagements. Vous me demandez des actes. La COP21, un des actes, c'est de dire qu'on ne fait plus d'aéroport, qu'on n'en a pas besoin. Et le problème, c'est que maintenant, il faut arrêter. C'est étonnant comment M. Retailleau, d'un seul coup, s'appuie sur Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian pour porter ses projets. Ils sont d'accord. Et moi, je vais vous parler d'une autre présidente de région. Moi, j'aimerais bien que le président de la région Bretagne me dise s'il est d'accord quand on lui dira qu'il faut fermer Lorient. Emmanuel Coste, il nous reste peu de temps. Je vais vous parler d'une autre présidente de région. C'est Valérie Pécresse. Vous êtes élue régionale d'Île-de-France. Elle a décidé de faire une série d'annonces jeudi et notamment de mettre sur la table l'histoire du prix du pass Navigo. Vous savez, c'est ce pass qui permet d'aller un peu partout en Île-de-France. 70 € et elle dit que ça va coûter 300 millions d'euros. Vous étiez, vous, fer de lance sur cette question. Absolument. Finalement, c'est vers vous que ce bilan se retourne. Mais sauf que je vais vous dire les choses très simplement. Nous sommes battus 5 ans pour qu'il y ait un seul tarif de transport pour tous les Franciliens, 70 €. C'est une réussite sociale. 300 millions d'euros, elle dit. C'est une réussite sociale. Ça bénéficie à plus de 4,5 millions d'abonnés. Valérie Pécresse, aujourd'hui, sort un chiffre de 300 millions d'euros sans l'étayer, sans aucun chiffre. Nous n'avons pas les chiffres de recettes mensuelles du STIF qui gère les transports en Ile-de-France. Nous aurons le débat jeudi en séance, mais la réalité, vous n'applaudissez pas Valérie Pécresse, vous pourriez applaudir Xavier Bertrand. Mais je n'applaudis sûrement pas Valérie Pécresse qui s'attaque à la seule grande mesure qui a été faite dans cette région qui permet d'avoir de la mobilité. Merci beaucoup Emmanuel Coste, merci Michael. Et donc la semaine prochaine, c'est Bruno Retailleau qui sera à votre place, le patron des sénateurs Les Républicains. Bonsoir à tous, à très vite.